Deux salles, deux ambiances, disait Thierry, effectivement, mais message important à porter aussi. Coralie, on s'adresse à vous, messieurs. Oui, effectivement, ça change un peu, parce qu'on me dit souvent que les carnets santé c'est pour les nanas, donc non, comme quoi on parle de sujet d'homme, parce que pour le coup, nous n'avons pas de prostate, hein, c'est vraiment ça, 100% j'étais nul en bio, mais ça je le savais. Donc effectivement, on a décidé de parler du cancer de la prostate, on a traité de ce dossier dans le dernier numéro des carnets santé, un gros dossier, et je vous invite à aller voir, parce que la chronique ne suffira pas du tout à tout balayer, mais effectivement, l'objectif c'était de parler de cette prostate, parce que le cancer de la prostate, c'est le cancer masculin le plus fréquent. On a 60 000 à peu près nouveaux cas par an en France et c'est la 3e cause de décès par cancer chez l'homme, 9 000 cas par an après celui du côlon et celui du poumon. Mais il faut savoir que le cancer de la prostate, c'est une pathologie avec laquelle on peut vivre et mourir sans mourir de cette pathologie en fait. C'est-à-dire qu'on a, à partir de 80 ans, on a 80% des hommes qui sont atteints du cancer de la prostate et pourtant ils ne mourront pas forcément de cette pathologie-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on ne fait pas forcément de dépistage de masse. Je vais y revenir. Peut-être juste rappeler ce qu'est la prostate, hein, tout simplement. C'est une glande sexuelle masculine et qui, du coup, est située dans le bas de l'abdomen, en fait. Au niveau du pelvis, elle fait suite à la vessie. Et donc, cette glande, elle sert tout simplement à la reproduction. Elle a vraiment cette action-là. Et donc, forcément, bon, à partir d'un certain âge, elle ne sert plus. Donc, c'est pour ça que le traitement de référence sera la chirurgie et qu'on enlèvera totalement cette prostate. Mais effectivement, quand on a des cancers chez l'homme qui peut arriver à partir d'une 50aine d'années, on fait attention quand même au traitement qu'on peut proposer. Donc, effectivement, on ne fait pas de dépistage de masse, comme je le disais, comme pour le cancer colorectal où on a mars bleu et le cancer du sein chez la femme, on a octobre rose. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de dépistage de masse autrefois et il y a eu beaucoup de personnes qui ont été opérées et qui ont eu une ablation totale de la prostate alors qu'elles n'en avaient pas forcément besoin. Comme je le disais, on peut vivre avec un cancer de la prostate sans forcément avoir de graves conséquences entre guillemets et ça, les médecins en tout cas ne le savaient pas avant, donc c'est pour ça qu'on avait beaucoup d'ablations à l'époque. Donc aujourd'hui, on va avoir ce qu'on appelle un dépistage précoce individuel. Donc ça va être vraiment en fonction de la personne et des risques qu'elle a d'avoir ce cancer de la prostate. Donc ça peut être des risques génétiques, par exemple, si dans ma famille un des hommes a eu un cancer de la prostate, forcément je peux être à risque, donc je vais avoir droit à ce dépistage. Alors ce dépistage, il est tout simple, hein, il se fait par prise de sang et on va doser le PSA, c'est un marqueur tout simplement qui va montrer si la prostate fonctionne bien ou pas. À partir de quel âge il faut aller se faire dépister? À partir d'une 50aine d'années, on peut commencer à vérifier, etc. Pourquoi? Parce qu'on va avoir aussi à cette période-là chez l'homme une autre pathologie qui peut apparaître, qui celle-ci est complètement bénigne. C'est en fait tout simplement la prostate qui va gonfler, un peu comme le fibrome chez la femme, et qui peut engendrer des problèmes au niveau urinaire notamment, parce que ça va compresser en fait l'urètre, et donc du coup ça peut engendrer des problèmes au niveau urinaire. Donc, il peut y avoir des signes avant-coureurs sans forcément qu'on passe par la case dépistage, des choses qui nous font dire il faudra peut-être que je consulte. Toujours ce même problème de problème au niveau de la miction, donc quand vous allez aux toilettes, si vous avez une gêne, si ça brûle, etc. Là il peut y avoir effectivement des signes avant-coureurs à ce niveau-là. Mais c'est vrai que le cancer de la prostate peut passer totalement inaperçu. Et, il n'y a pas de lien entre des troubles sexuels et un problème de la prostate, par exemple? Alors, il peut y avoir des liens. Ça, Thierry, Coralie consulte, mais après l'émission. Si je peux me permettre. C'est pas moi qui consulte, je vous enverrai. Non, ça, malheureusement, j'en suis rendu compte depuis longtemps, mais je me fais un petit peu, voilà, le porte-parole en quelque sorte des gens qui arrivent autour de 50 ans et qui se disent, qui se posent peut-être aussi des questions. Voilà. Et donc bien sûr on va se diriger vers un urologue qu'on va aller consulter et qui va vous faire effectivement ce test de prise de sang classique qui lui va être totalement révélateur de la situation et qui ensuite va vous faire passer toute une batterie de tests, notamment un IRM, etc. Donc on le disait, le traitement classique qui est généralement en première intention, ça va être le traitement chirurgical. Alors ça va pas forcément dépendre ni de l'âge ni de la gravité, etc. Même si le traitement chirurgical, on va quand même l'adresser à des personnes, des hommes qui sont plutôt jeunes. Et ce qui est très intéressant et que je voulais souligner dans ce dossier, c'est que la technologie vient vraiment se mettre au service des chirurgiens aujourd'hui, parce que notamment pour le cancer de la prostate, qui est un peu compliqué au niveau de l'opération, j'ai pu assister à une opération, et déjà, ne serait-ce que le temps d'arriver jusqu'à la prostate, il faut quand même passer par des chemins bien tortueux dans le corps humain, et donc c'est pas toujours évident, et il peut y avoir, entre guillemets, et il y a eu, de nombreux effets secondaires avec des
muscles abîmés, donc après on a des problèmes d'érection, l'urètre qui peut être abîmé aussi, donc des problèmes au niveau de la miction. Donc c'est vrai que les effets secondaires sont pas forcément très agréables et pas forcément un peu compliqué à aborder dans la vie courante et dans la vie sexuelle notamment après. Donc on a aujourd'hui des robots chirurgicaux qui sont arrivés dans les cliniques et dans les hôpitaux et qui permettent de donner une dextérité aux chirurgiens et une vision qu'ils n'avaient pas forcément avant. Donc on voit vraiment à 360 à l'intérieur du corps humain. Moi j'ai pu juste regarder à l'intérieur de cette machine et ils voient des toutes petites choses qu'ils ne verraient pas du tout sur un écran en 2 dimensions en fait, avec une profondeur de champ assez intéressante. Et il peut avoir une manipulation avec les mains du robot en fait, qu'il n'aurait pas avec sa propre main quand il tient le bistouri. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de lire au niveau du dossier ce que les chirurgiens proposent aujourd'hui et qui engendre notamment des effets secondaires moindres. Donc le robot ne remplace pas le chirurgien, mais en tout cas il vient fortement l'aider, notamment dans ce genre de pathologie, donc c'est assez intéressant. Merci pour toutes ces informations, Coralie Bouisset. Dossier traité très précisément dans les carnets santé, dont la couverture va s'afficher car Sébastien Lyotard est en grande forme une nouvelle fois cette semaine. Et puis bien sûr, pour plus d'informations et pourquoi pas quelques compléments, lescarnetssanté.fr aussi. Tout à fait, exactement. Et vous revenez bien sûr la semaine prochaine. Avec vous êtes la plaisir. bienvenue, ma chère Coralie Bouisset.